Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre grande interrogation de jour, insécurité alimentaire, l'Union européenne prospecte en Afrique les actifs agricoles ciblés, c'est notre grande interrogation. Mais pour mieux comprendre la question, mesdames, messieurs, le continent africain de plus en plus aujourd'hui, souvent perçu comme une réserve de terres agricoles et de ressources naturelles pour le reste du monde. Des États, des entreprises privées et des fonds d'investissement mettent en ce moment même la main sur des terres dans toute l'Afrique pour y cultiver des plantes destinées à l'alimentation et ou bien à la production de carburant. La nourriture et le gagne-pain de milliards de personnes dans le monde aujourd'hui dépendent de leur accès à la terre. Mais comme la disponibilité en terre fertile et en eau se trouve menacée par les changements climatiques, eh bien par une gestion déplorable et par des modes de consommation, la demande commerciale de terre ne cesse aujourd'hui d'augmenter et tous les yeux sont rivés sur le continent africain. Les accaparements abusifs de terres qui consistent à louer ou à vendre à des investisseurs extérieurs, entreprises et surtout gouvernements, de terres traditionnellement utilisées par des populations locales, devient de plus en plus courant sur le continent noir. Nombre de ces contrats concernent des cultures vivrières, mais on observe un autre intérêt croissant pour les agrocarburants, en particulier pour approvisionner le marché en expansion de l'Union européenne. Ces ventes aux locations de terres se sont inscrites dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires ayant conduit d'ailleurs à la crise de 2008. Il y a eu des émeutes de la faim dans certains pays en développement et à Haïti et à Madagascar, les gouvernements ont même été renversés. L'utilisation d'ailleurs d'une partie des récoltes pour la production d'agrocarburants a été un facteur majeur d'augmentation du prix de la nourriture sur les marchés. Eh bien, il faut préciser par ailleurs qu'on examine l'ampleur des contrats visant la production d'agrocarburants et leurs répercussions, on va le dire ainsi, sur les populations locales et sur l'environnement. Les informations disponibles ont beau être restreintes, il apparaît de plus en plus que désormais l'Union européenne lorgne bien sûr les terres agricoles sur le continent africain. Mais quand on parle également de l'Union européenne, on parle de tout l'Occident qui regarde vers les terres agricoles africaines pour justement s'accaparer ces terres. Voilà pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui, parlant justement de l'insécurité alimentaire depuis l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Eh bien là-bas, les prix grimpent et on peut dire que c'est la famine. L'Union européenne désormais prospecte en Afrique et nous de nous interroger. Les actifs agricoles ciblés, c'est notre grande interrogation. Pour nous accompagner et répondre à nos questions au cours de cette autre édition de Parole aux panafricanistes, nous sommes avec Edmond Kouyaté. Il est économiste et surtout panafricaniste. Edmond Kouyaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'associer à cet autre débat. Très heureux de vous avoir, Edmond Kouyaté. Vous l'avez bien compris, depuis un bon bout de temps aujourd'hui, en fait depuis l'année 2008, on nous a parlé justement de la crise des subprimes. Finalement, c'était en février 2008. On se rappelle également que ce fut le cas du côté du Cameroun. Il y avait également les émeutes de la faim. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, l'Union européenne, l'Occident et tous les pays du monde aujourd'hui lorgnent vers les terres agricoles africaines? Peut-on dire aujourd'hui que l'Afrique pourrait subir, on va le dire, le coup de l'Occident qui va peut-être s'accaparer de ces terres? Mais l'Afrique a toujours subi le coup de l'Occident. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir sa politique industrielle, l'Occident a choisi de faire de l'Afrique, a divisé l'Afrique en deux segments. Le premier segment, c'était en termes de réservoir des matières premières. Oui. C'est pourquoi, depuis toujours, depuis des décennies, les seules cultures encouragées chez nous, ce sont les cultures, n'est-ce pas, des intrants de production industrielle, notamment le café, le cacao, le coton. Voilà les cultures qui sont subventionnées par l'Occident chez nous. A contrario, on fait tout pour que, n'est-ce pas, les produits vivriers ne soient pas, n'est-ce pas, cultivés à haute densité. Pourquoi? Parce que si vous cultivez, n'est-ce pas, les produits vivriers à haute densité et de manière intense, ce qui va se passer, c'est que vous allez tourner le dos aux superflus industriels, n'est-ce pas? Vous allez casser le second segment sur lequel l'Occident a placé l'Afrique. Le second segment, c'était de faire quoi? C'était de faire de l'Afrique, n'est-ce pas, un marché où il écoule finalement le superflu de ces produits industriels.
C'est-à-dire que d'un côté, il vient, il puise la matière première chez vous. De l'autre côté, quand il a fini de transformer, d'ajouter de la valeur, il vient déverser ça chez vous et pas la meilleure qualité. Je vous mets au défi, il y a tout un documentaire qui est passé sur une chaîne française. Je préfère dire chaîne française parce que si c'est une chaîne africaine, on va dire « oh non, c'est du sabotage et de tout ceci ». Une chaîne française qui prouvait que par exemple les produits Nestlé, et là je préfère le dire, étaient de bonne qualité en Europe. En tout cas, ce qui était vendu en Afrique, ce n'était pas la même qualité, c'était de piètre qualité. On a pris par exemple le cas du lait où en Europe, on vendait effectivement, n'est-ce pas, du lait. Du lait était fait à partir, n'est-ce pas, de lait de vache, et que les produits, par exemple laitiers qui étaient vendus dans les rayons en Afrique, c'était des graisses végétales, c'est-à-dire de l'huile qu'on a tout simplement raffinée et puis auquel on a associé un certain nombre, si vous voulez, d'arômes et autres pour faire du lait en poudre. Voilà, ça veut dire qu'en Afrique, tous ceux qui boivent par exemple du lait Nido, ne consomment jamais de lait de vache. Ce sont des graisses végétales enrichies, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire, voilà à peu près ce qu'ils font chez nous. Oui. C'est-à-dire que ils nous ont, comme je vous ai dit, ils nous ont confinés dans deux segments. C'est-à-dire, d'un côté, nous sommes des pourvoyeurs, n'est-ce pas, de leurs intrants de production industrielle. De l'autre côté, nous sommes, n'est-ce pas, un déversoir de leurs mauvais produits industriels qui, n'est-ce pas, vous allez voir qu'en Afrique, il apparaît de plus en plus des nombres incalculables et, je veux dire, méconnus de maladies auxquelles nous n'étions pas habitués sur le continent. Oui. Au jour d'aujourd'hui, certaines maladies qui, à l'époque, étaient attribuées à l'âge, c'est-à-dire les maladies qu'on appelle les maladies de la vieillesse. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des enfants qui sortent dans le ventre avec le diabète. Vous avez des enfants qui sortent du ventre avec le cancer. Vous avez de plus en plus des maladies bizarres qui menacent sur le continent africain, alors que c'était des maladies rares. Vous voyez un peu? Et donc, c'est lié justement à tous ces mauvais produits industriels dont on nous inonde, alors que nos parents qui mangeaient naturellement le produit du sol, c'est-à-dire que les légumes, des fruits et tout ce que nos parents mangeaient, ils n'avaient pas ce problème. Ils ne connaissaient pas véritablement ces problèmes-là. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas une mauvaise information, une distorsion, n'est-ce pas, d'information de dire qu'effectivement, avec les crises qu'il y a en ce moment, je vais dire, l'Occident veut encore faire de l'Afrique, n'est-ce pas, un grenier, n'est-ce pas, pour son alimentation. Je dois vous rappeler qu'en 2008, vous avez fait bien de le mentionner, en 2008, ce qui occasionne, n'est-ce pas, la crise de la faim, c'est comme ça qu'on a baptisé les émeutes de 2008, ce n'était pas seulement au Cameroun, c'était un peu partout en Afrique, sur le continent africain, oui. Il y a eu une sévère crise alimentaire. C'était lié tout simplement au fait que certains gros exportateurs des produits céréaliers et autres avaient décidé d'expérimenter les biocarburants à partir, n'est-ce pas, justement des céréales qu'ils avaient cultivées et de ne plus les exporter. Donc les États-Unis, le Canada, ils avaient décidé d'utiliser les céréales pour expérimenter les biocarburants. Et donc à partir de là, je vais dire des grandes réserves, n'est-ce pas, d'exportation de ces céréales-là ont été concentrées sur le sol américain aux fins d'utilisation, n'est-ce pas, de production des biocarburants. Vous avez vu tout le déséquilibre que ça a créé. Ce qui m'écoeure un peu, c'est que nous, en Afrique, nous n'avons pas tiré des grandes leçons. Nous avons continué, n'est-ce pas, de laisser notre souveraineté alimentaire dépendante, un peu, si vous voulez, des autres, au point où aujourd'hui, la crise russo-ukrainienne vient encore, n'est-ce pas, soulever la poussière sous le tapis et démontrer combien nous sommes dépendants des autres. Alors que, de manière paradoxale, il est établi que les plus grandes surfaces arables où on peut produire à moindre coût, où on peut produire sans grands efforts de fertilisation et autres machins, ces plus grandes surfaces arables, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est quand même près de 30 millions de kilomètres carrés. Oui. OK?
et avec, si vous voulez, une démographie qui n'est pas encore aussi grande que ça, parce qu'on a quand même quoi? On est à près d'un milliard, 400 millions d'habitants pour 30 millions de kilomètres carrés, alors que la Chine, par exemple, est à 1,4 milliard avec, je crois, 9 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire que nous avons encore des surfaces disponibles. Donc, en temps normal, si nous n'avions pas été encapsulés, entubés par, n'est-ce pas, les politiques, si vous voulez, impérialistes occidentales, si nous n'avions pas été, je veux dire, détournés, et ça, vous savez que c'est très facile de le faire, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans un système manipulatoire pour mettre à la tête de nos États des personnes qui leur obéissent au doigt et à la lettre, justement parce qu'ils savent que ce serait plus facile d'implémenter ce type de politique nocive. Mais je veux dire, si nous n'avions pas été victimes de ces politiques de manipulation, de ces politiques de façadisation, il faut avouer que c'est l'Afrique qui devrait être le grenier du monde. Mais cette fois-ci, de manière indépendante et autonome, c'est-à-dire que nous devrions produire et pour nous et pour le reste du monde. Mais cette fois-ci, en décidant de la quantité, de la qualité que nous envoyons chez les autres et que nous maintenons chez nous, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Quand vous parlez, par exemple, de la politique d'accaparement des terres qui se développe aujourd'hui, je dois vous rappeler que en Afrique, de plus en plus, ces multinationales viennent acquérir de vastes surfaces de terres pour cultiver à des fins d'exportation. C'est-à-dire que vous avez, on vous dit que le plus grand nombre de personnes victimes de la faim se trouve sur le continent africain, mais paradoxalement, on produit sur le continent africain à des fins d'exportation. Je dois vous rappeler que, par exemple, j'ai été un peu stomaqué d'apprendre que l'un des promoteurs, n'est-ce pas, des produits brassicoles au Cameroun a acquis des vastes surfaces de terre aux fins de cultiver le maïs, n'est-ce pas, pour produire, je vais dire les intrants de production de bière, notamment le maïs. Moi, ça m'a choqué. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Les chaînes de production, les chaînes de valeur de production et de transformation en Afrique devraient être maîtrisées par les Africains. Et les multinationales qui s'installent devraient s'approvisionner auprès des Africains. C'est comme ça que ça devrait se faire. Parce que le contrôle de ces chaînes de production, de ces chaînes de valeur de production et de transformation devrait se faire de manière souveraine par les Africains. C'est ça le problème. Mais c'est carrément le contraire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous continuons d'accepter ces incongruités sur notre sol. Je le dis et je répète, les terres disponibles aux fins de culture des produits, c'est en Afrique. Il est incongru. Il est paradoxal et dichotomique que ce soit l'Afrique qui soit victime des famines et que ce soit l'Afrique, que ce soit en Afrique, que l'Afrique soit, n'est-ce pas, le sol de prédilection de FAO, vous appelez ça quoi, programme alimentaire, le PAM, le PAM et toutes les autres organisations, n'est-ce pas, non gouvernementales qui viennent tous les jours parachuter les biscuits, parachuter, n'est-ce pas, je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'on parachute aujourd'hui en Afrique pour soutenir, pour venir en aide. L'Afrique devrait en avoir honte. Moi, j'ai honte quand on dit qu'on vient en Afrique aider les gens avec des biscuits, soutenir des gens parce qu'ils ont faim. Moi, j'ai honte. Au jour d'aujourd'hui, pendant que, par exemple, la corne, n'est-ce pas, de l'Afrique, en Afrique justement de l'Est, c'est-à-dire l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et tous ces pays-là qui sont en la corne de l'Afrique, pendant qu'ils sont menacés par la désertification, pendant qu'ils sont menacés par la sécheresse, l'Afrique devrait les aider. C'est l'Afrique qui devrait leur venir en aide. Les biscuits ne devraient pas venir des États-Unis, de la France, de Londres pour leur venir en aide. Non, c'est du Cameroun que devraient partir les aides. C'est, je ne sais pas, de la RDC qui devrait partir, n'est-ce pas, de la nourriture. Je dois quand même rappeler que mon pays, le Cameroun, a, dans les années 80, 82, apporté de l'assistance alimentaire à la Chine et à d'autres pays. Et comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sur le même sol africain, que les Africains ne soient pas capables de venir en aide à des parties, n'est-ce pas, du continent qui sont menacés par la désertification, menacés par les Chine, et qu'en même temps, qu'on soit en train de céder des vastes espaces, n'est-ce pas, arables,
à des multinationales occidentales, à des multinationales, n'est-ce pas, d'autres puissances, pour cultiver aux fins d'exportation. Je dois vous rappeler, par exemple, qu'il y a 10 000 mètres carrés dans mon pays, le Cameroun, à Batchenga, sur lesquels on produit du riz, mais aucun grain de ces riz n'est consommé au Cameroun. Est-ce que vous avez conscience de cela? En même temps, on vous dit que le kilogramme de riz aujourd'hui a atteint un niveau record où les ménages n'arrivent pas à s'approvisionner. C'est une incongruité. On ne devrait pas accepter cela. Je suis d'accord pour une coopération finalement parce que nous sommes dans un système de multilatéralisme qui oblige le couplage économique. Je suis d'accord. Mais le couplage économique ne veut pas dire, n'est-ce pas, l'effacement de l'un au profit de l'autre. Nous ne devrions pas nous effacer devant les intérêts des puissants. Nous devrions, au contraire, nous imposer et préserver notre propre souveraineté. Parce que c'est de là que part aussi notre liberté, notre dignité dont nous ne pouvons pas véritablement, n'est-ce pas, faire valoir, nous ne pouvons pas véritablement exciper les notions de liberté et de dignité, alors que de l'autre côté, nous continuons d'être des mendiants, nous quémandons ce que nous pouvons produire chez nous. Ça n'a pas de sens. Et je continue de dire que nous devrions arrêter cela. On ne devrait plus céder nos espaces. D'accord, qu'on produise massivement en Afrique, si nous en avons suffisamment pour nourrir nos populations, d'accord, que nous puissions exporter pour, n'est-ce pas, venir en aide, parce qu'après tout, je vous l'ai dit, les valeurs qui fondent, n'est-ce pas, l'humanité africaine sont les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. Vous parlez justement de ne pas vendre des terres. Je vais quand même vous dire que l'Afrique est la région du monde la plus ciblée par les transactions foncières à grande échelle. Selon la base de données publiques de Land Matrix, depuis 2000, de nombreux investisseurs chinois, Émirats arabes unis, libanais, américains, européens ont acquis en concession plusieurs dizaines de millions d'hectares de terres arables africaines, un peu plus que la superficie de la Côte d'Ivoire. Que fait l'Afrique? Ben, c'est pour ça que je dénonce. Je vous ai dit par exemple qu'à Batchenga, il y a une société chinoise qui a pris 10 000 hectares de terrain. Je dois vous rappeler également qu'il y a dans le sud-ouest, il y avait un projet Héraclès Farm qui visait, Héraclès Farm devait cultiver du palmier à huile pour produire les biocarburants. Et c'était des milliers d'hectares. On se rappelle d'ailleurs de ce scandale. On se rappelle de ce scandale. Ils avaient été obligés de déloger une biodiversité qui était là-bas et qui protégeait, n'est-ce pas, certaines espèces. C'est un scandale, c'est scandaleux. Vous vous imaginez au Cameroun, alors que le Cameroun... Il y a plusieurs pays aujourd'hui africains de bon QAT qui ont vendu leurs terres aux Européens, aux Chinois, je ne prends pas que le Cameroun, aux Indiens. Oui. C'est pour ça que je vous dis, j'ai été par exemple choqué de constater qu'avec le projet Héraclès Farm, j'ai constaté que le Cameroun qui était, dans les années 80, champion de la production, n'est-ce pas, du palmier à huile, et qui d'ailleurs a formé les Malaisiens, qui sont devenus aujourd'hui les champions du monde, mais qui malheureusement aujourd'hui le Cameroun importe l'huile rouge du Gabon. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais qu'à contrario, on soit en train de céder des vastes espaces aux Américains, parce que Héraclès était une société américaine pour produire de l'huile de palme aux fins de produire, n'est-ce pas, des biocarburants qui ne seront pas consommés chez nous, mais aux États-Unis. Parce que nos moteurs ne consomment pas encore du biocarburant. Ce sont ces incongruités-là. Au Zimbabwe, c'est pareil. Il y a beaucoup de pays qui ont fait pareil, qui ont cédé des vastes espaces de terre. En même temps, l'Afrique souffre d'un problème de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Vous savez, la première sécurité d'une nation est alimentaire. Tant il est qu'on dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous savez que les multiples émeutes, d'ailleurs vous en avez cité un exemple, les émeutes de 2008, les émeutes de la faim. C'est parce que les Africains avaient faim. Je vous ai dit, ce n'était pas l'apanage du seul pays Cameroun. On a vu le cas également au Sénégal, où les femmes et les hommes sont sortis tout à fait. En Égypte, c'était pareil. Un peu de partout, c'était pareil. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas compris qu'il faut travailler
que la première indépendance, la première vraie souveraineté, c'est d'assurer d'abord la sécurité alimentaire. Dernière question quand même, Edmond Kate, pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste. Est-ce que l'Afrique, ou alors les Africains sont-ils obligés aujourd'hui de se nourrir du riz et du blé? Parce que bon nombre d'experts aujourd'hui disent haut et fort qu'il faut arrêter justement de se nourrir de cela. Nous pouvons continuer à nous nourrir du riz et du blé, mais à condition, et à la seule condition, que ces riz et ces blés soient cultivés chez nous. Qui vous a fait croire que le riz ne pousse pas en Afrique? Mais je vous ai dit que les 10 000 hectares donnés à Batyenga, c'est pour produire un riz de meilleure qualité, mais qui est exporté en Chine. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas exploité cet espace pour cultiver le riz et vendre au Cameroun? Pourquoi? Je suis contre ces discours qui veulent faire croire qu'on ne doit plus manger du riz. Je serais d'accord qu'on ne mange plus du riz parce que ce n'est pas produit chez nous, qui vient de l'étranger. Si ça ne venait uniquement, s'il était établi au-delà du doute raisonnable avec des preuves scientifiques que le riz ne pousse pas en Afrique, que le blé ne pousse pas en Afrique, mais ce n'est pas le cas. Le blé pousse en Afrique. Le Cameroun a produit des quantités des tonnes de blé à l'époque avec la sauce de blé. Le Cameroun a produit beaucoup de riz avec la sèmerie. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des chaînes de valeur de production de ces aliments? Je suis d'accord également que nous fassions la promotion de tout ce que nous cultivons chez nous, la banane plantain, le manioc, le macabo. Mais à côté de cela, il faudrait bien que nous exploitions tout le potentiel, n'est-ce pas, que notre sol nous offre finalement. Je ne peux pas être d'accord de cela. Nous avons acquis des habitudes de consommation, mais ces habitudes de consommation peuvent être renforcées par une production, par la mise en place des chaînes de valeur de production locales. Le problème, le danger dans le riz et dans le blé, c'est que nous en importons alors que nous avons des capacités de production. Mais dites à ces gens qui prônent, n'est-ce pas, cette politique de non-production, de non-consommation du riz, dites-leur aussi que nous importons du maïs. Pourtant, nous mangeons du couscous. Est-ce qu'on doit aussi arrêter de manger du couscous parce qu'on importe le maïs? Le problème, le danger là-dedans, c'est l'importation. C'est le danger. Je serais d'accord, je dirais malgré moi que oui, bon, d'accord, faisons-le parce que bon, il est établi que notre sol ne peut pas produire, ces choses ne peuvent pas pousser sur notre sol. Mais c'est faux. Le maïs pousse au Cameroun, le blé pousse au Cameroun, le riz pousse au Cameroun. Et si ça pousse au Cameroun, dans toutes les zones, dans toute la zone tropicale, c'est-à-dire si vous allez en RDC, ça va cultiver puisque il est établi que nous sommes, n'est-ce pas, tous dans la même zone tropicale. Et donc tout ça, ça peut pousser du Cameroun jusqu'en RDC, en passant par le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC. Ça peut pousser partout, et même partout en Afrique. Vous avez très bien compris que après, je vais dire, la crise de 2008, vous avez très bien compris que le Nigeria a mis en place une politique de production de riz. Et je vous dis, les quantités de riz aujourd'hui produites au Nigeria sont tout simplement, je vais dire, éloquentes. C'est des quantités énormes qui pourraient dépasser les besoins, n'est-ce pas, locaux, les besoins des Nigérians et leur permettre de faire des exportations. Je dois vous rappeler que beaucoup de ces produits, justement, sont mis en place sont produits par Dangote. Dangote produit aujourd'hui de la farine, produit aujourd'hui du riz, et donc, c'est la preuve que si nous voulons en Afrique, nous pouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes naturellement dotés du potentiel qui nous permet de le faire. C'est tout simplement des politiques mal calibrées, mal cambrées qui font en sorte que nous continuons de dépendre de l'extérieur. L'Afrique, je le dis, doit être le grenier mondial. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même le seul continent qui a 30 millions de kilomètres carrés avec plus de la moitié des terres arables. Et donc, nous ne devons pas être un réservoir de matières premières. Nous ne devons pas être un déversoir des superflus industriels des autres que nous consommons et qui nous donnent tant de maladies. Mais nous devons être un centre de production mondiale, produit avec la technologie africaine, avec des techniques africaines, avec des équipements africains et des mains expertes africaines. Alors et alors seulement, je l'ai dit, nous allons décider en qualité et en quantité de ce que nous consommons et nous allons décider de ce que nous envoyons chez les autres.
Merci à vous, Edmond Kati, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci, Steve. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres, vous également. Restez sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.